Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette troisième journée indispensable de l'édition 2023. Bienvenue pour ce nouveau webinaire indispensable en compagnie de Didier Vinche de l'association FAIR ESS. Et nous allons parler aujourd'hui de ce que peuvent faire les établissements de formation en travail social pour favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit rappel sur les indispensables. Qu'est-ce que c'est les indispensables? Ce sont d'abord des événements toute l'année. Ce sont des événements, des outils, des formats de rencontres et de réunions pour aider les associations et fondations du secteur sanitaire et social associatif qui relèvent de l'accord handicap à recruter des personnes en situation de handicap. Et puis, une fois par an, ce sont trois journées dédiées à des événements, à des rencontres, des événements nationaux, des webinaires qui sont portés par l'association OETH, et puis aussi des événements sur tout le territoire organisés par nos partenaires, notamment FAIR ESS sur le terrain en Occitanie, et puis bien d'autres que vous retrouverez sur notre site www.indispensable.org. Mais il est temps d'entrer dans le vif du sujet, et donc j'accueille Didier Vinche, directeur général de FAIR ESS, pour aborder cette thématique, la thématique qu'on a mis à l'honneur cette année, qui est les nouvelles façons, les façons innovantes de recruter des personnes en situation de handicap. Alors Didier Vinche, merci d'avoir répondu à notre invitation, de venir de Montpellier nous rencontrer et nous parler ce matin. Pour commencer, première question, est-ce que vous pouvez vous présenter et présenter votre organisme ? Oui, bien, bonjour à tout le monde, à tous qui nous regardent aujourd'hui et plus tard peut-être. Donc Didier Vinche, je suis directeur d'association de FAIR ESS. Cette association est une association qui regroupe un IRTS présent sur l'Occitanie à travers plusieurs sites, Montpellier, Perpignan, Carcassonne, etc. Et en même temps promeut l'apprentissage à travers deux CFA. Un CFA spécialisé autour des personnes en situation de handicap, j'y reviendrai tout à l'heure, certainement. Et puis un CFA des métiers de l'intervention sociale. Alors bien sûr, nous formons aux 13 métiers de l'intervention sociale, pour en citer quelques-uns, éducateurs spécialisés, assistants de service social, éducateurs de jeunes enfants et bien d'autres. Et donc voilà, nous avons des formations qui vont du niveau infra-bac au niveau supérieur jusqu'au master. Et nous avons à peu près chaque année 3000 étudiants. Étudiants ou apprentis ou personnes en reconversion professionnelle que nous accompagnons donc tout au long de l'année sur nos divers sites de formation et avec à peu près 150 personnels qui sont pour l'essentiel des cadres pédagogiques évidemment compte tenu de notre activité. Voilà. Merci. Alors, FAIR ESS fait partie d'une union nationale des établissements de formation en travail social qui s'appelle l'UNAFORIS. L'UNAFORIS a signé l'année dernière la charte indispensable portée par l'association OETH et FAIR ESS, en son nom propre, a également signé cette charte indispensable. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi cet engagement autour de cette charte indispensable ? Oui, effectivement, on se retrouve tout à fait dans les valeurs de promotion de la charte indispensable, notamment dans l'idée de former, d'accompagner à la formation des personnes en situation de handicap. Ça fait maintenant quelques années que la question de l'inclusion est venue taper à notre porte, puisqu'on a eu la volonté, il y a maintenant plus de 10 ans, de développer divers dispositifs dont je parlerai aussi tout à l'heure, mais ces dispositifs voilà, ne sont pas nés par hasard, c'est une volonté de notre association inscrite dans ces valeurs de l'économie sociale et solidaire et en même temps c'est l'idée de la diversité. Œuvrer dans le champ du social, c'est accepter et promouvoir la diversité. Voilà, on ne forme pas des clones, on n'est pas effectivement à avoir des comportements répétitifs dans nos milieux. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir des équipes pluridisciplinaires, mais aussi faites de personnes qui ont eu des parcours, des horizons de vie, dans de territoires différents, avec des histoires différentes, et ça, c'est ce qu'on promeut depuis une dizaine d'années. Alors, c'est une perche, vous me tendez une perche pour qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et les dispositifs que vous proposez. Alors, parmi ces dispositifs, il y en a un qui nous tient particulièrement à cœur, puisqu'on le porte avec vous, c'est le dispositif Oasis Handicap. Alors, non seulement vous proposez, vous portez ce dispositif, mais en plus, vous en êtes fondateur,
à faire ESS. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer d'abord quel est ce dispositif, en quoi il consiste et comment il permet l'intégration de personnes en situation de handicap dans les métiers de l'intervention sociale? Oui, effectivement, il y a une dizaine d'années maintenant, avec le fort appui de l'OETH, qui n'est pas simplement un appui, qui est une co-construction véritablement de ce dispositif et le relais d'une Inforis. Donc j'ai créé ce dispositif avec toute une équipe à faire ESS, dans l'idée que le travail social s'adressait à des personnes en situation de handicap, ou en difficulté, ou en fragilité, mais les collaborateurs qui s'occupaient de ces personnes étaient eux-mêmes très peu souvent en situation de handicap. Et donc, partant de ce constat et de la question de la diversité que j'évoquais tout à l'heure, on a souhaité créer un dispositif tremplin qui permettent à des personnes en situation de reconversion professionnelle qui ont traversé au cours de leur vie la question du handicap et qui ont dû changer de métier et qui se posent beaucoup de questions dans ce changement de métier, mais qui ont quand même, comme on dit, la fibre sociale et une envie en tout cas de l'aide à l'autre. Et donc nous accueillons ces personnes une fois qu'elles nous sont orientées avec nos partenaires Cap Emploi, Pôle Emploi, Mission Locale et les établissements du secteur évidemment, adhérents de l'OETH pour l'essentiel. Donc on travaille à faire en sorte qu'il y ait un choix. Donc Oasis, c'est le premier, c'est le haut de Oasis, c'est l'orientation. Donc nous les aidons à faire cette orientation à travers des immersions professionnelles, des rencontres avec des professionnels, à choisir ce métier. Et une fois que le métier est choisi, est approché, nous les préparons à l'entrée en formation, à la réussite de la sélection, et nous les accompagnerons tout au long de ce processus jusqu'à l'obtention du diplôme, souvent par le biais et la voie de l'apprentissage, parce que c'est la voie la plus favorable, nous semble-t-il, pour permettre effectivement ce transfert de compétences d'un ancien métier à un nouveau métier. Et on a de belles réussites dont je parlerai aussi à les exemples. Parce qu'on le dit en effet trop peu souvent, Oasis s'est orienté, accompagné dans le secteur de l'intervention sociale. Alors c'est un dispositif qui dure combien de temps? Qu'est-ce qui s'y passe concrètement? Donc c'est un dispositif qui dure à peu près 8 mois. Il y a une phase oui, on ne peut pas parler proprement parler de sélection, mais dans cette phase d'orientation, on choisit les personnes qui ont le plus à bénéficier de ce dispositif. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter un peu là-dessus parce que c'est une question importante. Il y a beaucoup des employeurs du secteur qui se questionnent en disant mais toutes les personnes en situation de handicap ne peuvent pas forcément ou ne sont pas forcément prêtes ou disposées à travailler dans le secteur. Ce moment du sourcing, de la validation du projet, quels sont les critères? Je crois que c'est important de traiter ce sujet. Ce n'est pas parce qu'on a traversé l'épreuve du handicap qu'on est forcément prêt à travailler dans l'accompagnement des autres. Tout à fait. Des autres qui plus est en fragilité. Donc avec une forte responsabilité de l'employeur qui futurement embauchera ces personnes. Donc effectivement, on est très attentif à un certain nombre d'éléments. Le premier des éléments, c'est pas parce qu'on est en situation de handicap qu'on ne peut pas emprunter la voie ordinaire, j'allais dire sans passer par Oasis et emprunter la voie de la sélection. C'est pas un passage obligé. On a beaucoup de personnes qui ne passent pas par Oasis et qui entrent dans nos dispositifs de formation. Ceux pour qui il est destiné, c'est vraiment des personnes qui, sans nous, ne pourraient pas passer la barrière de la sélection parce qu'il y a un très fort manque de confiance, parce qu'il y a une difficulté quelquefois liée à l'approche du français. Ça peut arriver, ce sera un exemple que j'évoquerai, mais ça peut être aussi des difficultés liées à l'approche et à la connaissance de ces métiers. Il y a un langage et un verbatim qui ne s'improvise pas. Donc c'est à ça aussi que va servir Oasis. Et surtout, comme on est en face de personnes en fragilité, on fait attention à ce qu'il n'y ait pas des impossibles liés à, par exemple, des problèmes psychiatriques lourds qui feraient que, on mettrait en difficulté les personnes, ou bien dans les choix métiers aussi, on essaie de les orienter sur des métiers compatibles
parfois avec la nature physique de leur handicap, oui, quoi, bien aussi. sûr. Voilà, il y a des réalités de ce type. C'est un point d'attention qui ne veut pas dire, je crois que c'est toujours important de le rappeler, qu'on ne peut pas travailler avec un handicap psychique dans les métiers de l'intervention Tout à sociale. fait. Ça n'est pas une impossibilité. On a des très beaux exemples aussi de personnes ayant eu dans leur histoire un handicap psychique qui s'est stabilisé par la suite et qui ont fait de très, très, très beaux parcours. Hein. Donc rien n'est interdit à personne et rien n'est impossible. Mais on essaie de les guider au mieux pour mettre ni la personne en difficulté, ni les terrains d'accueil et les terrains professionnels. Alors, ce qui caractérise aussi le travail que vous faites, c'est un travail en proximité avec les acteurs de l'emploi. Vous les évoquiez tout à l'heure. Je suppose que c'est aussi former ou en tout cas convaincre ces partenaires de l'emploi qui ne connaissent pas forcément très bien les prérequis de nos métiers. Donc, je pense que c'est vraiment un travail de fond que vous faites avec les Cap Emploi, les Pôles Emploi. D'autres acteurs peut-être même. Oui, effectivement, depuis une dizaine d'années, c'est un travail de fond que nous faisons parce que d'abord, et on le voit actuellement, les métiers du soin et les métiers du social et de l'accompagnement rencontrent un problème d'attractivité, mais ce problème d'attractivité est aussi en lien, alors il y a plein de facteurs et c'est plurifactoriel, mais il est aussi en lien quand même avec la difficulté des orientateurs d'appréhender ces métiers-là et de les avoir dans la palette qu'ils offrent effectivement aux personnes qu'ils rencontrent. Donc il y a une grande méconnaissance de ces métiers, ils sont en même temps très divers, donc il a fallu faire un travail avec les orientateurs, d'abord de connaissance de l'ensemble de nos métiers, et puis ensuite les convaincre que c'était possible pour des personnes avec des situations de handicap de diverses natures d'emprunter ces voies-là et que Oasis c'était la passerelle entre eux et nous, et entre eux et nous et les milieux professionnels. Donc là, on les a rassurés, mais aussi avec l'aide des employeurs. C'est-à-dire que les employeurs adhérents d'OETH ont été de formidables ambassadeurs auprès de Pôle emploi, des Cap emploi et des orientateurs pour les convaincre que c'était possible au fur et à mesure de situations de réussite. Et ça, on s'est beaucoup servi des situations de réussite. Alors, vous évoquez un travail de conviction auprès des stagiaires eux-mêmes pour leur redonner confiance en eux, travail de conviction auprès des orienteurs, acteurs de l'emploi, et puis peut-être aussi travail de conviction auprès des employeurs. Oui, aussi. Alors là, c'est évident. Gros boulot, ça, non ? C'est gros boulot. Donc on a été aidé d'ailleurs par l'OETH dans ces dimensions-là. On a fait des job dating pour essayer de faire matcher les stagiaires Oasis et les employeurs. On a fait des immersions professionnelles avec d'autres employeurs. On a créé des rencontres inter-employeurs aussi sur des questions comme ça avec l'aide de l'OETH qui venait expliquer la dimension des aides, mais aussi tout l'intérêt de recruter des personnes en situation de handicap dans la diversité de leurs équipes. Et puis on a formé à travers un dispositif qui s'est appelé FISIS à un moment donné des dirigeants à l'approche des questions du handicap dans les formations CAFDES, CAFERUIS, les formations de dirigeants de notre secteur d'activité. Et ça a été aussi un moment important par rapport aux éléments qui ont pu diffuser. Et le dernier point, c'est quand même l'OETH qui nous a mis aussi à disposition, ou on a travaillé avec en tout cas, une personne qui était chargée de l'emploi dans le secteur et donc qui a pu diffuser petit à petit, mais là dans un dialogue très direct à chaque employeur, la bonne parole, quoi. Voilà. Donc prendre son bâton de pèlerin et la preuve par l'exemple. Alors, c'est-à-dire d'aller vers, quoi. Ouais. Vous avez évoqué cette preuve par l'exemple, par la réussite finalement. Je suppose que vous en avez beaucoup en tête, des parcours de réussite, peut-être nous en évoquer un ou deux. Et puis vous nous avez dit aussi tout à l'heure, Oasis, c'est 10 ans. Alors 10 ans après, est-ce qu'on a des éléments de bilan pour dire finalement, est-ce que Oasis apporte sa pierre à la problématique des recrutements dans le secteur ? Oui, alors, sur la fin de la question, et puis je reviendrai sur l'exemple, oui, je crois qu'Oasis a fait ses preuves en 10 ans, est aujourd'hui un dispositif reconnu, repéré, connu dans notre secteur d'activité fortement. C'est aussi, je crois, à peu près 300 personnes chaque année nationalement. C'est un dispositif qui a essaimé. Là, on parle du dispositif dans ma région, mais ce dispositif, aujourd'hui, il y a 25 Oasis en France.
Et donc, il y a à peu près 3000 personnes aujourd'hui qui ont suivi ces parcours Oasis en France et qui, pour la plupart d'entre eux, sont restés dans le secteur, sont employés en CDI avec des taux de satisfaction des employeurs extrêmement forts. Donc ça, c'est pas rien. Je crois que c'est pas rien. Voilà, si on met tout bout à bout, je crois que c'est pas rien. Plus la dynamique que ça crée et le changement de mentalité à l'intérieur des établissements, mais aussi, on y reviendra peut-être aussi, à l'intérieur des établissements de formation. Ouais, on y revient juste Quelque après. chose s'est passé là dans ces 10 années. Donc au niveau d'un exemple, par exemple, on a Khaled qui est une personne qui nous a rejoint en 2019 venant de Syrie, et qui était dans le milieu juridique, qui avait fait des études juridiques, qui ne maîtrisait pas totalement ou même très partiellement notre langue et qui en plus avait des handicaps physiques de plusieurs natures, mais qu'il avait réussi à très très bien compenser parce qu'il avait aussi une dimension manuelle extrêmement poussée avec une fine habileté gestuelle. Et du coup, quand il nous a rejoints, d'abord dans sa famille, puis cherchant à trouver des dispositifs, a été orienté par un conseiller Pôle emploi vers Oasis. Il a été très discret dans un premier temps, très en retrait, très à l'écoute, très en regard. Et puis petit à petit, et au fil d'une immersion notamment, qui a été extrêmement importante pour lui dans un ESAT, il a découvert les métiers techniques. Il ne pensait pas que nous travaillions, et peu de gens le savent aussi, nous pouvons travailler avec un appui technique. Et donc il a rencontré un moniteur d'atelier avec qui ça a fait tilt, et puis des adultes dans cet ESAT, et voilà, ça a déclenché quelque chose. Donc il a poursuivi le parcours Oasis. En cours de parcours, il a été recruté en contrat d'apprentissage par un autre ESAT. Et là, il s'est révélé véritablement, et l'ESAT, à l'issue de ce parcours, a produit un CDI en 2022, et aujourd'hui, il est toujours en CDI chez ce même employeur. Cet employeur, à l'occasion des visites de stage qu'on a pu réaliser dans le cadre d'Oasis, nous a expliqué l'intérêt qu'ils avaient eu à recruter une personne comme ça, avec une extrême motivation, mais en même temps des habiletés construites antérieurement qu'il a pu transmettre aux personnes, adapter les machines. Enfin, il a fait preuve d'une intelligence situationnelle extrêmement importante, et son passé et son histoire, même si l'employeur a dû mettre au concours au ETH pour financer de l'apprentissage du français, des éléments un peu complémentaires qui ont été extrêmement utiles pour lui, il y a quelque chose là qui, avec l'employeur et dans les équipes de travail, a été un véritable plus, quoi. Donc ça, c'est une expérience, mais il y en a plein d'autres. Oui, mais ce qui est assez emblématique. Alors, vous évoquez l'engagement des employeurs. Je pense qu'il faut être très concret. Un employeur qui s'intéresse au dispositif Oasis, d'abord, est-ce que ça lui coûte quelque chose financièrement? Est-ce qu'il s'y engage? De quelle façon il s'y engage? Voilà, très concrètement. Très concrètement, un employeur qui vient nous rencontrer, ça ne lui coûte rien. C'est un dispositif qui est totalement pris en charge par l'OETH. Donc l'employeur, non seulement ça ne lui coûte rien, mais il peut, à travers une embauche, un contrat d'apprentissage, bénéficier de toutes les aides d'apprentissage. Dont on a parlé hier avec le Pôle santé. Dont vous avez parlé hier. Peut bénéficier d'autres aides de l'OETH en compensation, des aides de compensation. Enfin, voilà, il y a tout un arsenal, donc ça ne lui coûte rien, mais même au contraire, il est suraidé, on va dire, par rapport à une embauche traditionnelle. On l'invite simplement à accueillir en stage. En fait, l'intérêt du dispositif Oasis, c'est de pouvoir accueillir en stage et de pouvoir donc vérifier. Oui, pouvoir vérifier un projet, vérifier des compétences, vérifier les attentes du métier. Donc, c'est-à-dire que pour l'employeur, il n'y a pas de coût, il y a un risque zéro quasiment, quoi. Et au contraire, quand il découvre la richesse souvent des personnes et leur motivation, c'est un plus pour leurs équipes, quoi. Très rapidement, ils s'en aperçoivent. Les employeurs, pour nous contacter, ils peuvent nous contacter directement. Ça, on est complètement ouvert, et tous les centres Oasis de France fonctionnent de la même façon. On a des coordonnateurs dans chaque établissement de formation qui sont en lien avec nos référents handicap d'ailleurs. Et chaque coordonnateur
bien sûr, laisse son numéro à travers la région et peut être contacté à tout moment par un employeur sur quelque question que ce soit. Mais il y a d'autres canaux aussi. Je parlais du développeur de l'emploi au ETH qui va sur les terrains et qui peut être aussi mobilisé et qui va vers même, pousse les portes des établissements pour expliquer un peu aux employeurs, mais peut être saisi en direct. Et puis par le biais de Pôle emploi, Cap emploi, enfin, voilà, ils peuvent aussi avoir des relais. Avoir des relais, pas de problème. Et donc la carte des 25 sessions Oasis, on la trouve sur le site www.oeth.org notamment. Alors, vous l'évoquiez tout à l'heure, Oasis fait tache d'huile d'une certaine façon. C'est-à-dire que ce n'est pas seulement 15 stagiaires ou 12 stagiaires par an, c'est que ça a provoqué dans votre organisme des prises de conscience ou une sorte de maturation sur la question de l'accessibilité. Parce que finalement, la thématique du jour, ce n'est pas seulement Oasis, c'est de dire comment les établissements de formation en travail social permettent ou facilitent l'accessibilité des métiers de l'intervention sociale aux personnes en situation de handicap. Alors peut-être c'est intéressant, en partant de ce qu'Oasis a déclenché dans votre organisme, de traiter cette question. Oui, donc effectivement, notre organisme... donc on vient d'une histoire, nous, médico-sociale, où la question du handicap a toujours été très, très liée à nos orientations de travail, à faire ESS à Montpellier. Mais donc le prix Kennedy, Robert Laffont, voilà, on vient de toute cette histoire-là, très marquée par la question du handicap et historiquement on y est attaché. Ensuite, Oasis, ça a été un pari réussi, on va le dire comme ça. Et ce pari réussi, ça nous a invités à en faire d'autres. Donc aujourd'hui, on a un CFA spécialisé autour des personnes en situation de handicap, 200 personnes qui sont accompagnées en situation de handicap sur tous les métiers. On a un dispositif qui s'appelle Synergie Handicap Sup, qui permet à des gens d'intégrer le supérieur et les universités, parce que là aussi, il y a un plafond de verre dans les universités autour de la question du handicap. Donc on est aussi autour de ça. Bien sûr, on réfléchit aussi à l'adaptation de nos processus pédagogiques parce qu'on reçoit de plus en plus de publics 10, de plus en plus de publics avec des types de handicap différents. Culturellement, on a accueilli des sourds et malentendants depuis longue date. Donc ça aussi, ça trace dans notre histoire et ça, petit à petit, cet ensemblier inclusif nous a obligés et bien nous en a pris à changer aussi nos modalités pédagogiques. On est beaucoup plus aujourd'hui dans des travaux individualisés, beaucoup plus en petits groupes, beaucoup plus en interaction. On s'appuie davantage aussi sur l'autodétermination, c'est-à-dire ce que les gens ont envie de faire. On modularise nos formations, on essaie de construire des parcours où les personnes n'ont pas de façon stéréotypée toutes le même parcours. Donc voilà, c'est tout ça que ça vient modifier. Et puis en termes d'accessibilité aussi, quand on réfléchit aujourd'hui, on le réfléchit avec cette question du handicap en l'ayant en tête. Alors on n'est pas parfait, loin de là, on a beaucoup de travail encore à faire sur ces questions-là, mais on essaye... Mais aujourd'hui, ça fait partie, en tout cas, de la réflexion quotidienne de nos équipes pédagogiques et ça les obligeait à transformer aussi leur modèle pédagogique. C'est ça qui est intéressant. Par exemple, le distanciel est un des derniers éléments où on utilise pas mal et beaucoup le distanciel, y compris pour des personnes qui ont des difficultés de mobilité, quoi. Donc voilà, ça c'est des choses aujourd'hui qu'on réalise presque naturellement et pourtant ça vient effectivement de l'aiguillonnage autour des questions de handicap, quoi. Alors vos mots-clés, c'est individualisation, parcours finalement spécifique, attention aux besoins spécifiques de chacun, c'est ça? C'est ça. Mais dans un tout commun. Voilà. Mais dans un tout commun. Pas dans une classification oui, pas en tuyau d'orgue. Pas en tuyau d'orgue. Et finalement, c'est votre définition de l'inclusion. Et je suppose que ça profite y compris aux personnes qui n'ont pas de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et qui ont simplement des besoins spécifiques comme vous, Didier, comme moi, j'ai des besoins spécifiques. Exactement, oui, on a construit des logiques de formation. Par exemple, on a des programmes optionnels aujourd'hui qui bénéficient à tout le monde, quoi. Il y en a sur le handicap, bien sûr, mais il y en a sur plein d'autres sujets. Et tous ces programmes optionnels que peuvent choisir aujourd'hui les gens, c'est une spécificité, je crois, de faire ESS aujourd'hui, c'est POA, le programme optionnel d'approfondissement. Et ils permettent, à nos étudiants de tout niveau, de s'inscrire dans un parcours particulier.
Mais je ne voudrais pas vous rentrer trop dans vos histoires de boutique, mais dites-moi individualisé, modularisé, petit groupe. Pour moi, ça résonne, ça coûte un peu cher. Quel est le coût de l'accessibilité et qui c'est qui est volontaire pour financer tout ça? Oui. On est entre nous. Hein. Alors on a des... Bon, Oasis, on le sait comment c'est financé. Oui, alors Oasis, mais je parle plus largement de votre démarche. Ensuite, on a la GFIP qui nous aide sur quelques-uns de ces dispositifs inclusifs. On a eu recours à des programmes européens, du financement FSE, du Fonds social européen. Et puis, on a une région, alors moi je parle que de ce que je connais, qui est plutôt handi-portante, handi-accueillante, et qui quand même soutient aussi ce type de projet. Et par rapport à nos financements globaux, intègre dans nos financements globaux cette dimension-là aujourd'hui. Non, mais je pense que c'est important d'être très clair sur le fait que ça a bien sûr un coût et qu'il y a à un moment donné un engagement. Mardi, dans notre table ronde, Éric Marchandet, directeur général de l'IRTS Île-de-France, disait qu'il y a aussi des travaux lourds et il n'y a pas forcément toujours des volontaires pour les financer. La question de l'accessibilité, on n'est pas chez les bisounours non plus. Alors là, on a un plan effectivement patrimoine financé par la région à moitié et puis un autofinancement pour l'autre moitié qui intègre bien évidemment la dimension du handicap qui ne permettra pas de révolutionner tous nos bâtiments mais enfin quand même d'améliorer très sensiblement. Voilà, sans ça, effectivement, on ne peut pas sur nos fonds propres uniquement déployer les éléments un peu coûteux qu'il faut déployer quand on veut être vraiment accessible partout et pour tous. Vous évoquiez tout à l'heure les actions de sensibilisation que vous entreprenez aussi auprès des cadres, des dirigeants du secteur ou des futurs dans le cadre de vos formations CAFDES ou CAFERUIS. Oui. Est-ce que ça résiste? Est-ce que vous sentez encore chez des professionnels du secteur des réticences autour de l'acceptation de collègues en situation de handicap ou est-ce que finalement la bataille culturelle est gagnée? Voilà, c'est ce que j'allais dire. Je crois que le côté, la peur, la crainte, la suspicion, je crois que ça a quand même disparu. Alors bon, après, il en reste peut-être psychologiquement quelque chose chez chacun d'entre nous, mais je crois que globalement, quand même, aujourd'hui, oui, comme vous le dites, la bataille est gagnée. Après, ce dont je m'aperçois, c'est que oui, ils sont très à l'écoute quand on les a là autour de la table. Les 15, là, ils ont les oreilles grandes ouvertes, ils sont tous oui, d'accord, pas de problème, on vous suit, évidemment, etc. Et puis quand ils s'en rentrent dans leurs établissements, au bout d'un an, au bout de 2 ans, j'ai l'impression, moi, que le quotidien reprend le dessus et que la question du handicap, c'est une petite loupiote lointainement allumée, mais qui n'est pas un phare pour eux. Donc, charge à nous de réveiller de temps en temps, de rallumer cette flamme et de leur redire attention. Et je pense que c'est un effort constant, régulier et qu'il faut maintenir, quoi. Parce que le vaccin ne suffit pas. Il va falloir des rappels. Il y a des rappels. Métaphore de circonstances. Alors, ça m'amène à ma dernière question. Didier, si vous deviez donner un conseil à un employeur qui a cette volonté de recruter une personne en situation de handicap, quel conseil vous souhaiteriez lui adresser? Bon, d'abord, faites-le. Ça, c'est le premier conseil. Vraiment, faites-le. Le deuxième conseil, c'est venez nous voir. Ne restez pas seul. Parce que oui, il y a plein d'obstacles. Ce n'est pas non plus un long fleuve tranquille. Donc, il y a plein d'obstacles, il y a plein de questionnements, il y a énormément de personnes, de compétences qui peuvent vous être utiles, qui peuvent vous aider. Donc venez nous voir et on vous mettra en lien, parce qu'on ne sait pas tout faire, mais on peut vous mettre en lien avec beaucoup d'autres dispositifs ou professionnels qui peuvent vous aider. Ça, c'est le deuxième conseil. Et le troisième, c'est soyez partenaires. C'est-à-dire que nous, on ouvre aussi... on ouvre nos espaces de formation à des terrains professionnels. Donc le conseil, c'est aussi venez nous voir, venez travailler dans Oasis, venez travailler avec nous, venez dans les comités de pilotage,
ouvrez vos portes à de l'immersion professionnelle pour nos stagiaires et vous verrez voilà, tout ce qui peut se passer pour vous et chez vous. Et c'est une vraie richesse que d'accueillir des personnes différentes, quoi. Encore une fois, la différence, ce n'est pas forcément que du côté du handicap, mais voilà, des personnes qui ont eu un parcours de migration, des personnes qui ont un handicap, des personnes qui sont nées dans le 9-3, des personnes qui voilà, ont traversé des histoires perso difficiles. Tout ça, c'est de la richesse. Et dans nos métiers, cette richesse-là, elle se transforme effectivement en savoir-faire très intéressant quand il s'agit de soutenir les personnes, pour peu que ces personnes soient formées, évidemment, hein. Eh bien, merci Didier Vinche, merci à toutes et tous pour votre attention, votre participation ce matin. On se retrouve à 11 h pour un nouveau webinaire avec Keops, le réseau des Cap Emploi, et à 14 h avec l'Arpège pour parler orientation, première orientation et orientation notamment des étudiants. Merci à toutes et à très bientôt pour un nouveau webinaire indispensable. Merci Pierre-Marie.